Aujourd'hui, dans le monde de Slide Chapel, je reçois un invité qui nous propose rien de moins que de repenser notre façon de voir la vie, la conscience, même la réalité. Gaétan Brouillard est co-auteur avec son fils Philippe du livre La vie repensée, un ouvrage qui fait le pont entre la physique quantique et la spiritualité. C'est un livre de chevet. En tout cas, moi, je m'en sers de livre de chevet. Ça fait 3 fois que je le lis. C'est un livre qui pose de grandes questions, mais surtout qui ouvre des portes sur notre perception du monde, sur notre pouvoir intérieur et sur ce que ça veut dire, au fond, être humain aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'un livre, c'est une invitation à réfléchir autrement, à ressentir aussi autrement, jusqu'à vivre autrement. Gaétan Brouillard est avec nous pour nous parler du monde quantique. Bienvenue à Radio Unicité. Merci beaucoup, Sly. C'est un plaisir, un immense plaisir de te rencontrer. C'est la première fois. Cette chaîne qu'on appelle Unicité, hein, c'est merveilleux. Unicité, ça me fait penser aussi à unité, parce que le jour où parce qu'on est tous des êtres uniques au fond, ce qui fait la grande différence. Et le jour où ces gens qui ont quelque chose de spécial, d'unique, si on veut, se rencontrent, à un moment donné, on peut faire quelque chose de fantastique au bout de ça, où on devient une unité, un groupe qui va faire émergence et qui va changer aussi bien des choses dans la vie. Ah, tellement. Alors, je suis content que vous compreniez la belle signification d'unicité et ce beau nouveau monde-là. Et moi, quand je parle de nouveau monde, je l'associe beaucoup au quantique. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Moi, je vous ai vu en conférence avec votre fils Philippe au Salon de l'éveil de Cathy Tropiano. Oui. En plus de ma cousine qui offre des soins quantiques, c'est un domaine qui me fascine énormément. D'abord, on va faire connaissance, Monsieur Brouillard, si vous nous le permettez. Vous êtes un ex-médecin. C'est votre métier de base, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. J'ai été gradué en 76, donc en médecine de l'Université de Montréal. Et j'ai été dans les premières années un urgentologue parce que j'étais féru là, de toutes les notions universitaires et j'aimerais aider les gens avec des gros problèmes, si on veut. Et à l'époque, j'étais urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui était la plus grosse hôpital en urgence, si on veut. Mm-hmm. J'ai fait plusieurs années à ce niveau-là. Mais ça a été relativement quelque chose qui m'a même poussé un peu à l'extérieur aussi, parce que je faisais même du remplacement des fois. Ça a été à Sainte-Agathe, c'était dans une autre hôpital aussi, à l'hôpital Bellechasse. J'ai même été faire du remplacement en Haute-Shefferville, tu peux t'imaginer, là, dans la campagne, là, avec les Indiens, tout ça. Fait que j'étais assez audacieux, si on veut, dans le système d'urgence. Mais très vite, je me posais la question, pourquoi telle affaire? L'urgence, ça va bien, on ramasse le monde, on rafistole, si on veut, on met ça sur pied. Mais pourquoi la personne vient pour une maladie de cœur? Pourquoi la personne vient pour un diabète, etc.? Fait que je me suis beaucoup intéressé aux autres médecines que juste la pilule, la fameuse pilule dont tout le monde veut. Oui. Et le médecin, finalement, prescrit. Donc, j'ai dû aller voir, et ça, c'est à la suggestion de mon épouse qui avait des problèmes de dos constamment, aller voir en acupuncture. Mais là, je référais à l'acupuncture, imagine, il y a 45 ans, c'était pas évident de trouver un acupuncteur, à part, il y avait un Chinois au fond, là, que j'avais vu au fond de la rue. Mais là, et c'était très tabou, hein? C'était très tabou. Et puis, imagine un médecin qui parle d'acupuncture. Fait que là, mon épouse, elle me dit, va donc faire ton cours, puis tu serais ta première patiente. Fait qu'imagine, j'ai fait effectivement mon cours d'acupuncture et ça fut ma première patiente. Et ce fut, pour moi, l'ouverture à toutes ces médecines, si on veut, parce que ça a été un résultat fantastique avec l'acupuncture. Donc, tous les cas difficiles que je revoyais au bureau finissaient souvent avec des techniques aussi simples que l'acupuncture. Et quand tu commences l'acupuncture, ben j'ai fait des cours en ostéopathie, j'ai fait des cours en chiropraxie, j'ai fait des formations en naturopathie, en hypnose. Donc, on peut voir en Reiki. Donc, on peut voir que finalement, un coup, on commence à mettre la main dans ces médecines intégratives, si on veut, ou qu'on appelle parallèles d'une certaine façon. Ben, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais souvent une clientèle nombreuse et avec des dossiers, des gros dossiers ADP, qui arrivaient parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc, je pouvais offrir des thérapies
connexe, sans danger, sans effet secondaire en général, avec des techniques que j'avais développées aussi. Et après 45 ans à peu près, 43 ans, je me suis dit, la retraite s'en vient à un moment donné, il faudrait peut-être que j'écrive tout ce que j'ai fait. Et là, j'ai écrit mon premier livre qui était La santé repensée. Mm-hmm. Le livre qui a été quand même le volume qui s'est vendu le plus au Québec dans les années, il y a à peu près une douzaine d'années, 11 ans, 12 ans. Imagine, plus de 300 000 personnes ont écouté. J'ai eu la chance de passer à la télévision à multiples fois. J'ai été en Europe aussi, à Bruxelles, des places comme ça, où je parlais aussi de santé, mais de santé intégrative, de santé naturelle aussi, parce que la prévention, elle est à la cause des problèmes. Déjà, à l'époque, je parlais du microbiote intestinal perturbé, tu imagines, il y a 12 ans. Vraiment à l'affût de à quel point la nutrition est un facteur prédominant dans notre système de santé comme préventif. Puis, on voit à quel point la nutrition est rendue tellement ultra transformée, ultra modernisée et avec tous ces effets désastreux. Il y a plus de monde qui sont morts, si on veut, de l'industrie genre Pepsi-Cola puis Coca-Cola que les 2 dernières guerres, parce que ça cause le diabète de façon incroyable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu peux t'imaginer, on n'en parle pas véritablement de ça, mais les études ont démontré qu'il y avait plus de monde qui sont morts que les 2 dernières guerres à cause de cette ingestion de produits, surtout pas que des produits qui ne sont pas santé, donc remplis de sucre aussi, de tout ça d'autres produits. Puis après ça, j'ai écrit La douleur repensée. Après ça, Question de vie et de mort. J'ai parlé de la mort aussi, comment se préparer et démystifier la mort. Et finalement, en bout de ligne, c'est vraiment le livre qui cumule un peu tout ça. C'est La vie repensée, parce que la santé repensée, c'était bien, la douleur repensée, mais à un moment donné, il fallait repenser la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe, le temps où j'ai commencé à penser à ça, Philippe, à un moment donné, qui est au Mexique maintenant, avait commencé son PhD en sciences quantiques et son objet de thèse, si on veut, c'était sur le bonheur. Et moi aussi, et son bonheur dans la vie aujourd'hui. Et c'était aussi ma réflexion. Et quand on s'est parlé, on parlait de la même chose. Moi, j'avais fait des formations en spiritualité depuis au moins 40 ans, là, si c'est pas plus. Et lui commençait, puis il avait été baigné, si on veut, dans ce modèle de spiritualité pendant qu'il était jeune. Mais là, il allait au niveau scientifique. Qu'est-ce qui est en arrière de tout ça? Fait que c'était le but, c'était finalement la fonction qui était sortie de tout ça, c'est écrire ce livre qui est merveilleux, qui a été mis même aussi en anglais, Rethinking Happiness. C'est un livre d'ailleurs qui se vend énormément. C'était dans des best-sellers américains aussi. Wow. C'est vraiment, on est chanceux. Puis c'est aussi le temps où on voit que la population est prête à entendre des choses nouvelles. Il faut sortir du paradigme, faut sortir puis créer un nouveau paradigme de pensée, de croyance, de solutions, de thérapie, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, Monsieur Brouillard, mais quand on parle de quantique, il y a beaucoup de gens qui décrochent parce que c'est un peu de l'inconnu et c'est moins tangible, en fait, parce que quand on parle de quantique, c'est un peu de l'invisible. Mais qu'est-ce que c'est au juste le quantique? Parce que vous partez là, de médecin, donc, tu sais, c'est très cérébral, hein? C'est des études, c'est très tangible. Et puis là, on est rendu dans le quantique où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Alors, c'est quoi qu'est-ce qui vous a fait? C'est quoi la relation entre les deux, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est difficile à comprendre. D'abord, je te félicite pour avoir lu déjà 3 fois le livre, parce que tu as bien raison. C'est pas un livre c'est pas un roman qu'on part du début puis c'est fini, puis on le tasse. C'est vraiment une Bible. C'est quelque chose qu'on lit, on prend quelques pages, on écoute, on réfléchit, on écrit, puis on continue. C'est vraiment un mode de vie. C'est quoi le quantique? Je te dirais que le quantique, pour moi, c'était déjà quelque chose qui était là. On peut définir d'abord le quantique, c'est quoi? C'est la plus petite particule indivisible qu'on va retrouver. Donc, c'est le monde subatomique. On connaît l'atome, à quel point c'est petit. On connaît-tu la puissance d'un atome? On connaît-tu la puissance d'une bombe atomique? Imagine fissurer un atome et c'est la plus grande puissance qu'on peut retrouver sur la planète.
Mais le monde quantique, c'est en dessous. Donc, c'est le primordial, si on veut, le primordial paquet d'énergie qui est en dessous de l'atome aussi. Donc, c'est là où tout est parti. Les grands spécialistes parlent, par exemple, des trous noirs. Ben, il n'y a rien dans les trous noirs. Non, on s'est aperçu que dans ces trous-là, c'est toute la vie. Les galaxies sont à l'intérieur, même si elles ne se sont pas manifestées. Fait qu'au fond, c'est énergétique. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est vibratoire, c'est du quantique. Donc, aujourd'hui, on commence à réaliser à quel point que tout est énergie. Moi, je te dirais que, je vais donner un exemple, par exemple, tu regardes de l'eau. De l'eau au niveau quantique, tu la vois pas, mais je peux te dire que dans l'atmosphère ici de la pièce, il y a de l'humidité. Il y a donc de l'eau. Si je ralentis l'énergie de cette vapeur d'eau que je vois pas, je vais finir par la voir. Puis si je la ralentis encore plus, ça va venir dur. Il va y avoir même de la glace sur les murs. Donc, plus l'énergie commence à se ralentir, ça devient dur. Donc, l'eau est d'abord vapeur, invisible, vapeur, liquide après ça, et après ça, elle va devenir glace. Donc, c'est une question. On peut donc voir, pour nous, c'est plus facile de voir que plus on ralentit l'énergie, plus on arrive à des formes visibles et tangibles, ce qu'on appelle matériel pour nous. Donc, tout ce qu'on connaît au niveau de la matérialité est issu des formes quantiques. Nous, en médecine, on s'en sert du quantum, puis on le sait pas. Par exemple, les résonances magnétiques, c'est uniquement dû au quantique. Donc, on est rendu à trouver des substances dans lesquelles on va pouvoir s'inspirer, diagnostiquer, prévoir des choses. L'intelligence artificielle fait partie du quantique aussi. Fait que c'est merveilleux. La pensée fait partie du quantique. La pensée peut créer, la pensée peut détruire. C'est incroyable. Mais oui, la pensée peut... Et pour ça, j'apporte souvent quand je fais des conférences, de voir à quel point la pensée peut arriver à apporter des solutions très pratiques qui vont se concrétiser dans la matière après. Donc, une pensée n'est pas anodine. C'est pour ça que je dis souvent, il faut réapprendre à penser correctement. Il faut réapprendre nos croyances. Une croyance, c'est quantique aussi. C'est une vibration. Donc, aujourd'hui, on commence à réaliser qu'on peut mesurer les croyances ou l'inconscient collectif avec des appareils. C'est vraiment l'avenir de demain. Ça fait pourtant plus de 100 ans que des gens comme Einstein, Heisenberg, Planck ont découvert ces choses-là avec des prix Nobel. Tu sais, c'est pas des deux piques, là, des prix Nobel qui fait qu'à un moment donné, ils ont pu s'asseoir et dire voici comment la matière fonctionne. Voici comment l'énergie, elle est où. Puis c'est l'énergie qui supporte toute la matière. Fait qu'on sent, étant donné que notre matière est comme tellement importante, on a dit que ce qui existe, c'est la matière. On pense pas tellement à l'énergie. On est encore pris dans ce système. Mais le jour où l'individu commence à réaliser à quel point tout part de son intérieur, donc de ce côté quantique qui nous habite, si on veut. On est des êtres quantiques en passant, sauf qu'on a pris un corps, à un moment donné, on a matérialisé un corps, mais il reste que à la toute fin interne de tout ça, on est des êtres quantiques aussi. Dans le livre, vous parlez de perception de la réalité beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est exactement, mais tel que nous sommes? Tout à fait. La réalité extérieure dépend de je pourrais dire, notre réalité intérieure qui a été faussée, qui a été programmée par nos parents, programmée par nos écoles, programmée par nos professeurs, programmée par nos gouvernements, programmée par l'État en général. Et à partir de là, on est rendu un peu des individus un peu tous pareils. Donc, pour nous, la réalité, c'est ce que l'autre pense, ce que je pense, puis c'est ça la réalité. Alors qu'on a toute une facette, on a toutes des lunettes, si on veut, qui nous font voir la réalité d'une façon tout à fait personnelle. Et on pense que cette réalité-là, c'est la grande réalité, alors que ce n'est qu'une petite réalité. On va voir que si on commence à changer nos croyances, à changer nos pensées, eh bien, on va arriver à créer une autre réalité.
C'est incroyable. Le monde quantique, c'est le monde des possibilités, je te dirais. C'est le monde des miracles d'une certaine façon. C'est ce que j'allais dire. Il y a un infini de possibilités. Oui. Tout est possible. J'adore ça parce que je me mets jamais de limite. Vous connaissez l'expression sky is the limit? Oui. Ben ça, c'est excellent. C'est ça le quantique. Tu as raison. Mais je me la suis appropriée en réinventant l'expression pour dire sky is the limit. Pas seulement pour mon nom à moi, mais pour dire que nous sommes nos propres limites. Alors, ça peut être Gaëtan is the limit, ça peut être Philippe is the limit, ou Jacqueline is the limit. Souvent, on se limite nous-mêmes, nos pensées, notre état intérieur influence notre expérience de vie, non? Oui, notre expérience de vie et influence la vie qu'on va avoir. Tu peux t'imaginer? Tu peux t'imaginer? On a l'impression qu'on est pris dans un moule parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Mais ce monde de possibilités, le jour où tu commences à réaliser que ce monde de possibilités, il est possible pour toi aussi, donc pas juste pour le petit Sly ou le petit Gaëtan, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose de tellement plus grand de ça. D'ailleurs, ça me fait penser, les soufis appellent l'homme, ils appellent ça you-man. Le you, H-U, ça veut dire divin, et man, l'homme. Éventuellement, on doit devenir le human, le grand être, si on veut, qui nous habite. Et on nous a renfermé, si on veut, avec les propos, nos perceptions, qu'on était juste un petit. Le petit était là. Le monde des possibilités n'existait pas. Chez l'enfant, d'ailleurs, le monde des possibilités est toujours là. Les enfants, c'est des Superman. Je regarde mon petit-fils de 10 ans. Pour lui, c'est Superman, c'est l'homme araignée, à un moment donné, Spider-Man. Il peut tout faire là, tu sais, dans sa tête. Mais le jour où on commence à diminuer, dire, hey, écoute, tasse-toi, là, arrête de rêver, puis ça finit là. Ah, l'âge adulte, hein, ce que ça c'est ça, l'âge adulte, soit un adulte sérieux, soit comme tout le monde, et on finit par se retrancher de ça. Je me souviens, Philippe, quand il était plus jeune, il avait à peu près 5-6 ans, et quand il était couché dans la chambre, j'allais le voir, puis là, je le voyais, il avait l'air un peu insécure. Il poussait ses meubles. Il fallait vraiment qu'il soit collé sur le mur. Mais je dis, pourquoi il faut toutes les meubles? Il faut même pas qu'il y ait un pouce en arrière du meuble. Ah, il dit, on sait jamais. Il dit, il peut y avoir quelque chose en arrière de ça. J'aime pas ça. Il y a peut-être des choses qui se cachent là, qui nous regardent. Ah, ouais. Je dis, est-ce qu'il a pris ça? Oui. Puis là, à un moment donné, j'étais en train de raconter une histoire. Tout à coup, je le vois, il m'écoute plus. Il regarde en haut sur l'éventail, comme un éventail qui est ici en haut, là, tu sais. Il était, donc, dans sa chambre, il y avait un éventail juste au-dessus du lit. Il était en train de regarder ça. Et là, il avait l'air vraiment très intentionné. Là, il dit, il dit, tu le vois-tu, lui, là? Je dis, non, je le vois pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois, Philippe? Ben, lui, là, il nous regarde, puis j'aime pas ça quand il nous regarde. Ah, oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a l'air? Ben, il dit, il est assis sur la palme, puis il me regarde. Puis j'ai dit, as-tu l'air méchant? Ou... Il dit, non, il n'a pas l'air méchant. Même, il sourit un peu. Donc, tu n'as pas à avoir peur, il n'a pas l'air méchant. Ah, ouais, c'est vrai, il n'a pas l'air méchant, mais j'aime pas ça quand même. J'ai dit, peut-être que c'est un petit être qui vient te voir, puis il te trouve tellement beau, puis pour lui, ça le fait rire, puis il aime ta présence, fait qu'il va venir te voir comme ça. C'est pas grave, c'est correct, tu peux le voir. Et ça, très jeunes, les enfants, Philippe, c'est un exemple, mais beaucoup d'enfants, quand ils ont 3, 4, 5 ans, puis encore moins, voient des choses qu'on ne voit plus parce que l'adulte a appris à dire, voyons donc, arrête de penser à ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, l'enfant finit par puis surtout ses petits chums aussi, s'il faut qu'il dise ça à quelqu'un, il va dire, hey, lui, le tarlet, là, il voit des affaires qui ont comme pas d'allure. On passe pour des fous. Ouais. On passe pour des fous. Fait que beaucoup d'êtres humains sont comme ça aussi. Mm-hmm. Donc, c'est important de réaliser ces choses-là qui sont dans l'invisible. C'est le monde quantique, ça. Qui sont dans l'invisible, moi, je dis qu'il y a plus de monde de l'autre bord qu'il y en a sur notre planète, imagine. Tu sais, nous autres, c'est infime comme quantité d'énergie qu'on peut avoir et qu'on peut matérialiser, alors que sur les autres plans, plus subtils, c'est rempli. C'est comme dans la pièce ici, ça paraît pas, là, mais toutes les ondes, je vois pas, Radio-Canada, tout ça, toutes les ondes de tous les postes de radio rentrent ici, là. C'est juste d'avoir le capteur pour le voir. Dire, aïe, il y a tout ça qui passe ici en même temps. Mais oui, il va arriver un jour où on va être capable de connecter avec toutes ces entités-là, si on veut, qu'on ne voit pas, et qui vont probablement pouvoir se matérialiser aussi de temps en temps.
C'est un monde fabuleux, puis je pense que l'être humain il est rendu là de pouvoir réaliser sa puissance qui est en arrière de ça. Ce monde de possibilités, donc il y a ce monde de dire « Hey, je veux avoir plus que ça, là, à un moment donné. L'abondance fait partie aussi de ma vie et je vais aller vers ça. Et non pas, tu sais, vivre pour un petit pain. Hein? On s'est fait dire ça souvent au Québec. On est né pour un petit pain, imagine. À partir de là, beaucoup de conditionnements, beaucoup de limitations aussi. Avant de poursuivre, parce que là, j'ai énormément de questions, Monsieur Brouillard, dites-moi l'importance de garder ce cœur d'enfant-là pour un adulte qui nous écoute puis qui dit, ben oui, mais c'est révolu ce temps-là, là, on a des carrières, on a des responsabilités. C'est quoi l'importance de donner une place à notre cœur d'enfant? Je te dirais que c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut apprendre parce qu'actuellement, on a une civilisation, une société qui a tassé un peu ce cœur d'enfant dans lequel on doit être un individu respectable, éduqué, bien instruit surtout, avec beaucoup de formation universitaire, etc. Mais en même temps, on réalise que ce monde qu'on pense qu'il devrait être bien, mais c'est ce monde qui est le plus malheureux actuellement. Il y a le plus... Si on regarde des sociétés où les gens ont un cœur d'enfant, dans les sociétés un peu plus, j'appellerais moins évoluées, moins développées, mais sont plus évoluées, à mon avis, à d'autres niveaux. Mais nous, on recherche toujours cette évolution scientifique, cette évolution technologique, comme si c'était le devenir de l'être humain. Non, absolument pas. J'ai été plusieurs fois en Asie, j'ai été en Inde, j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Népal, j'ai été avec les moines aussi au Tibet. Et là, ce que je retrouvais là-bas, c'est la simplicité. Et même j'ai vu des enfants là dans les rues avec le gros sourire, ce que je vois pas ici, gros sourire. Et pourtant, ils avaient le nez dégoulinant, tu sais, il y avait une grippe, mais c'était pas grave. Il manquait de nourriture, tout ça. Mais il avait le sourire, il était là pour sourire. Puis il était pas mendiant comme tel, là, tu sais. Je les voyais s'amuser avec à peu près rien, là. Entre deux, il lançait une espèce de bâton, un petit trou qui faisait rouler, etc. Mais cette simplicité d'enfant, à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. Parce que un des facteurs de longévité, c'est bien d'arriver avec cette simplicité d'être aussi. Donc, réaliser qu'à quelque part, on n'a pas tant besoin de choses que quand on a quelque chose de plutôt s'en servir et l'apprécier. Gratitude, je te dirais même gratitude, juste pour avoir la vie, pour avoir cette vie, puis avoir la santé, avoir la chance de manger, avoir la chance de boire de l'eau potable, etc. Avoir de la gratitude. Et c'est ça, ce cœur d'enfant. L'enfant, il est comme toujours rempli, débordant de joie. Il arrive quelque chose, il se retourne, il reprend autre chose. Et c'est ça qu'il faut un jour réaliser et retrouver ce cœur d'enfant qui va nous permettre justement d'être en santé aussi. Il y a beaucoup de maladies. Est-ce que c'est vrai que plus on remercie, plus on est en gratitude, plus on reçoit? Oui, ça, c'est une autre chose. Plus on reçoit, dans le sens que il y a plusieurs études. Je me souviens d'une étude qui a été faite avec les sœurs. Ce qui est intéressant, c'est donc des sœurs d'un certain âge. Ça a duré au moins pendant une dizaine d'années, 10, 15 ans, 20 ans même. Puis, on avait demandé à un groupe de sœurs, mettons 60 sœurs sur les 120, de dire à ces sœurs-là, tous les soirs, vous allez écrire un petit journal de gratitude dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez apprécié? Vous allez rester avec une note positive. Donc, et non pas une note négative, comme on peut voir, là, les médias nous bombardent de peur et de choses négatives. Fait que eux autres avaient fait ça pendant 10 ans. Ils ont été suivis pendant tout ce temps-là. Eh bien, ce qu'on a réalisé au bout de 10 ans, c'est que ces personnes-là ont vécu 10 ans de plus que les autres, simplement parce qu'ils avaient écrit une chose positive à chaque soir, 1, 2 ou 3, ça pouvait aller jusqu'à 3. Et en plus de vivre plus longtemps, ils étaient plus heureuses, ils ont eu moins de maladies, puis il y avait plus de bonheur chez ces gens-là. Moi j'appelle ça cette petite paix intérieure qui fait que tu es satisfait, tu sais, tu es heureux. Fait que la gratitude, à mon avis, c'est probablement, c'est l'inverse aussi de la dépression. Souvent, quand les gens sont déprimés, je dis, la première chose à faire, c'est commencer à écrire, même si c'est pas évident, commencer à écrire ce que tu as vu de positif dans ta journée aujourd'hui. Commence juste par une chose, puis éventuellement, tu pourras en écrire plus.
c'est que plus tu vas écrire des choses positives, on sait qu'en neurobiochimie aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à faire des nouveaux circuits neuronaux au niveau du cerveau, ce qu'on appelle des circuits positifs. Et plus on va avoir de circuits positifs, c'est qu'à un moment donné, c'est comme une autoroute, ça se fait tout seul. Rendu un certain temps, tu vois les choses de façon positive parce que tu les as vues de façon positive pendant un certain temps, pendant quelques mois. Eh bien, c'est plus un effort. Au début, c'est peut-être un effort parce que tu dois rétablir des nouveaux circuits neurologiques, mais après un certain temps, c'est comme une autoroute et ça passe. Le côté positif de ta vie va rentrer. C'est bien expliqué dans le livre aussi. L'être humain, c'est vraiment un être complexe à cause de son mental qui était vraiment perturbé de façon bien des niveaux. Puis il faut dire qu'on remonte loin. Hein? On s'est fait manger pendant bien des années par des gros groupes, que ce soit des dinosaures ou autres. On n'avait aucun moyen de s'en sauver. Donc, notre cerveau, qu'on appelait le cerveau primitif, ou notre cerveau reptilien, à un moment donné, était obligé de faire attention. Aujourd'hui, on ne souffre pas de ça, mais on anticipe des choses. On anticipe toutes des choses qui sont même pas là. Peut-être probablement qui arriveront jamais, mais on les anticipe tellement qu'on est déjà malade. D'accord. On se fait peur. Puis on aime faire peur aux gens parce qu'on contrôle les gens avec la peur. Oui, parce qu'on ne veut pas être seul à vivre dans la peur. Il faut avoir un effet d'entraînement sur les autres. Comme ça, on se console. Oui. Puis en plus, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup, quand on vit dans la peur, quand certaines sociétés dictent des moyens au niveau médiatique que de la peur qu'on donne à manger aux gens, bien, on les contrôle aussi. Oui. Parce que les personnes, quand elles sont peureuses, sont facilement, ils vont aller tout de suite de telle direction. Dès qu'on dit, on peut faire ça. Fait que là, les gens ne posent plus de questions, ne vont plus s'intérioriser, ne vont plus réfléchir. On s'en va dans la direction qu'on va donner sous prétexte de la peur. Oui, c'est incroyable. C'est très dangereux. Plusieurs personnes, M. Brouillard, cherchent le bonheur, vont chercher souvent à l'extérieur aussi. Il y en a qui vont aller vers des drogues, vers de l'alcool, vers du sexe. C'est épouvantable d'être en quête de bonheur comme ça, jusqu'à s'oublier soi-même. C'est une question qui revient, mais il est où le bonheur? Et je voudrais qu'on en parle après cette chanson de Christophe Maé, justement. Il est où le bonheur? Oui. Il est où le bonheur? Il est avec Gaétan Brouillard qui nous parle de son livre « La vie repensée » tout de suite après cette chanson. C'est beau. C'est ma prochaine question à mon invité Gaétan Brouillard. C'est un ex-médecin, auteur de La vie repensée. Alors, Gaétan, il est où le bonheur? Voilà la fameuse question. Oui. C'est tellement important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de malheur à cause de cette recherche du bonheur. Puis cette recherche, elle est faussée la plupart du temps. Parce qu'on mélange plaisir et bonheur. Tout à l'heure, tu as parlé de gens qu'on va prendre de l'alcool, on va prendre des drogues, on va prendre du sexe, etc. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? C'est à cause d'un désir. On pense qu'avec un désir qu'on va combler, on va être heureux, effectivement. Mais le plaisir, il faut bien réaliser que c'est quelque chose d'éphémère et dont la cause est satisfaite en général par quelque chose d'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose en soi. Alors que le bonheur, ultimement, c'est pas celui de s'époustoufler puis crier, tout ça. C'est pas ça le bonheur. Je dirais que c'est à l'intérieur de toi, quel est ton contentement? Quel est ce côté de paix intérieure? Tu sais, quand tu as la paix intérieure, là, tu veux pas plus que ça. Tout ce que tu veux, c'est tranquille, docilité, tout se passe bien en dedans, tout se déroule, tout se passe de façon allègrement. Et il y a même le petit côté gratitude. Bien souvent, tu vois la vie avec beauté, tu respectes la vie, tu l'apprécies, la vie. C'est ça le bonheur. Et le bonheur va te permettre, donc parce que c'est quelque chose que tu vas développer à l'intérieur de toi et non pas quelque chose à l'extérieur de toi, ça va te permettre un jour de pouvoir même passer ce que j'appellerais même des difficultés dans la vie, parce que la vie n'est pas toujours prévisible. Hein? Il y a des fois, il arrive un pépin, pouf! Et là, est-ce que tu perds ton bonheur? Si normalement tu es pas mal ancré dans ce bonheur intérieur, eh bien, tu vas pouvoir dire, OK, bon, il arrive telle affaire,
on passe au travers, on va faire ça, on va aller vers ça, au lieu de se déprimer, ou au lieu d'aller prendre un petit verre de vin, etc., etc. Fait que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle ça des vendredis, hein, parce que on dirait que la semaine a été tellement dure que le vendredi, ça nous prend notre verre de vin pour enfin respirer. Mais quand on fait ce mouvement-là, c'est qu'on réalise probablement, c'est que la semaine a été pénible. On n'était pas dans le bonheur cette semaine-là. On n'a pas fait toutes les choses qu'on devait faire avec simplicité, détachement, je veux dire avec amour aussi, qui fait qu'à un moment donné, le bonheur est là. Qu'est-ce qui arrive, Gaétan, avec le fait, si on inverse ça un peu, c'est la fin de la semaine qui arrive, Oui. on a travaillé fort, on est satisfait, on veut juste une petite récompense, on veut juste célébrer. Est-ce que c'est la même chose? Oui, OK. Donc là, c'est ça, jusqu'à quel point on veut célébrer. Si c'est pour un verre ou deux, mais si c'est pour une orgie, on vide la bouteille, c'est le gros party, puis le lendemain, on a mal à la tête, c'est ça. Ben, je pense qu'on a manqué un peu on a déphasé un peu trop, là. Parce qu'au fond, c'est vrai qu'on mérite, à un moment donné, après une bonne semaine bien travaillée, bien méritée, bon, OK, un petit souper avec des amis, etc. Mais le jour où on pense où ça déborde finalement de l'individu, eh bien, on ramasse finalement des pépins de ça aussi. Fait qu'au fond, le bonheur ne devrait pas... c'est un bonheur tranquille en général. Si on peut s'asseoir avec ce bonheur à l'intérieur de soi, eh bien, on va voir que l'environnement, il va pouvoir arriver des choses qui sont vraiment peut-être pas agréables, mais qu'on va les traverser facilement parce qu'on a cette petite paix intérieure qui dit « OK, aujourd'hui, c'est comme ça et demain, ça sera différent, mais je reste positif dans la situation. » Alors que la plupart des gens vont arriver, « Ah non, pas ça », puis ils vont déprimer, puis on va prendre 3 verres de vin pour essayer de calmer ça, etc. Ou on va sortir, tout simplement, on va aller dépenser, là, tu sais, parce que dépenser aussi, ça calme un peu, hein, même si au bout du mois, tu es obligé de repayer tout ça. Mais il reste que psychiquement, dépenser, acheter des choses, et c'est correct d'en avoir un peu, mais des fois, on va faire des orgies là au niveau financier qui n'ont comme pas d'allure. On dit hey, « Pourquoi j'ai acheté telle affaire? » là? Mais oui, c'est parce qu'il y avait trop de tension, finalement, sur l'individu. Ouais. C'est pour s'engourdir. On s'engourdit, tout à fait. Exact. Est-ce que vous diriez qu'on est plus créateur de notre vie qu'on pense vraiment? En étant heureux ou tu veux dire en général? En fait, tous nos gestes qu'on peut faire, qu'on pense pas nécessairement qu'on a, on a le pouvoir de changer notre vie par que ce soit notre pensée. Parce que les gens, on l'a dit tantôt, qui cherchent le bonheur, ils le cherchent souvent à l'extérieur. Mais on a tous les pouvoirs en nous pour avoir une belle vie, la vie qu'on désire. Il y en a qui disent « Ah, moi, je suis pas né sur une bonne étoile, je sais pas, j'ai un mauvais karma. » C'est pas de se déresponsabiliser un peu, ça. On a le pouvoir d'avoir une belle vie. Wow, tellement important, ça, tout à fait. On a ce pouvoir-là. On a cette possibilité. Je dis bien possibilité. On a un champ immense de possibilités. Laquelle on va choisir? La plupart du temps, on choisit celle qu'on a toujours fait depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on va tomber dans un désespoir, on va tomber dans une déprime, on va tomber dans une orgie, etc. Donc, c'est cette possibilité que tu choisis à un moment donné. C'est un conditionnement. Fait que la plupart des gens ne sont pas libres actuellement. La plupart des gens vivent des conditionnements et ils ne s'aperçoivent pas que ce sont des conditionnements extérieurs à eux qu'ils ont fait siens et qui vont vivre tout le temps de cette façon-là. Il y avait un beau film qui était le jour de la marmotte qui avait été sorti il y a bien des années. Oui. C'est de voir qu'on met toujours le pied dans le même trou d'eau à chaque fois, tu sais. Parce qu'on n'est pas conscient qu'on a une autre possibilité de mettre le pied en côté pour marcher. On n'est pas obligé de mettre le pied dans l'eau. Fait que le jour où tu réalises que tu as un choix dans la vie, et ça, c'est vraiment la science quantique qui nous dit ça, et la spiritualité combinées ensemble, voit que tu as un choix à un moment donné dans la vie. Ou bien donc, tu réponds de façon habituelle et tu tombes dans le panneau. Là, ça va te prendre 3 jours, 5 jours avant ou tu vas tomber dans une colère. Ça va te prendre encore 2 jours avant de remonter puis d'enlever les effets néfastes. Ou bien donc, tu peux juste dire, oh, tu te retires. Avant de bouger, tu commences à respirer et tu regardes un peu la situation. Tu dis, qu'est-ce qui se passe là?
qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est la même situation que j'ai vécue. Je vais-tu partir sur une colère ou je vais simplement dire, OK, ça fait partie de la vie et comment je vais solutionner ça différemment au lieu de réagir. Donc, on est toujours en ce mode de réaction. Tu sais, il y a une action puis il y a une réaction. Puis souvent, cette réaction-là, elle est compulsive. Elle est conditionnée tout le temps. Fait que le jour où l'individu va commencer à souffrir suffisamment, il va dire, oh, je suis tanné, là, je suis tanné. Mais souvent, il faut attendre d'être rendu dans le fond du baril pour dire, j'en peux plus, je veux. Ben là, mais on n'est pas obligé d'attendre d'être là. Il faut commencer tout de suite à réaliser qu'on a cette possibilité maintenant d'agir différemment. Puis c'est le jour où tu le fais avec conviction, cette possibilité-là, parce que c'est ça, le monde quantique, c'est le monde des possibilités. Donc, on a la vie exactement qu'on a, ou la vie qu'on mérite, qu'on croit qu'on mérite et qu'on fait, on va la mériter comme ça, parce qu'on pense que c'est la seule façon. Mais le monde des possibilités quantiques, c'est ce monde où tu dis, ma vie peut être vraiment différent à partir de maintenant. Je suis le maître de cérémonie, je suis l'acteur principal, je suis le metteur en scène, donc je suis la personne qui va dire comment ma vie devrait être maintenant. Et à partir du moment où tu commences à faire ça, à poser le pied ou le poing sur la table, tu dis, oups, là, c'est plus vrai que ça va être toujours comme ça. Eh bien, je te dirais que l'univers va s'accorder pour te faire réaliser tes meilleurs projets. Ça ne veut pas dire que ça va être instantané tout de suite, mais dis-toi bien que cette chose-là, cette possibilité-là va arriver dans les prochains jours, des fois dans la prochaine heure, pour certaines personnes, j'ai vu des miracles arriver, ou ça va être dans les prochains mois, etc. Fait que, tu sais, né pour un petit pain, le jour où tu penses que tu es né comme ça, d'abord, il faut que tu défasses cette croyance collective qu'on a tous. Ça fait partie de notre mœurs, c'est comme Québécois. Et après ça, il faut que toi, tu t'identifies différemment à cette croyance. Donc, il faut faire un ménage des croyances. Mais pour ça, il faut que tu t'assoies et puis voir c'est quoi tes croyances. Parce que c'est tout ça, le cheminement, je te dirais, le plus difficile, c'est d'effacer toutes ces vieilles croyances et de rapporter de nouvelles croyances, dont une, c'est que je suis maître de ma vie, je suis le créateur de ce que je veux. Qu'est-ce que je veux véritablement? Je vais pouvoir l'avoir. C'est merveilleux, ça, quand on prend conscience de ça. On vit quand même en société, donc on est constamment influencé par les gens alentour de nous et même, tantôt on parlait des médias aussi qui ont une grande part de responsabilité. Pensez-vous qu'on est dans une époque de grande confusion en ce moment? J'ai de la misère avec la société dans laquelle on vit en ce moment, ou c'est plutôt une époque de grand réveil de conscience? Ben, je te dirais, Sly, c'est que les deux sont là. Un ne peut pas aller sans l'autre. Tu sais, c'est comme, il y a des forces du bien, des forces du mal actuellement. Il y a des forces de réveil, il y a des forces d'endormissement actuellement qui nous présentent. Il y a des forces d'hyperconscience chez les gens parce qu'on voit, puis tout, je vois beaucoup de médias aussi, là, des nouveaux médias qui émergent où on veut faire prendre conscience aux gens d'une autre réalité. Donc, on commence à réfléchir différemment et non pas juste écouter ce que j'appelais le petit écran là depuis 30 ans, 50 ans, ou dans lequel on se fait simplement endormir un peu. Donc, on commence à avoir cette... Et ça va arriver souvent dans un moment où le monde semble un peu chaotique parce que il y avait quelque chose qui me disait déjà, j'avais déjà dit que le confort est le cimetière de l'âme. Oh. Autrement dit, lorsque tout va bien, là, tu veux-tu changer? Ben non. Tu dis, je l'ai la recette, voyons donc. Moi, ça va bien dans ma vie, là. Pourquoi je changerais ça? Le jour où ça commence à aller mal, là, tu te poses des questions un petit peu. Tu commences à réaliser que c'est peut-être pas ce que tu pensais que c'était la vie, nécessairement. Mais c'est quand même ça, la vie, parce que tu le vis là. Qu'est-ce que tu vas faire à quoi avec ça? Fait que ça va te donner si on veut, la présence, d'avoir une poussée au niveau conscience. Donc, on est obligé de faire des bonds de conscience quand le modèle, si on veut, de changement vient de carrément arriver. Pas de changement. S'il n'y a pas de changement, là, le statu quo, c'est
c'est comme l'eau morte, tu sais. Il n'y a rien qui bouge. Le jour où la rivière, là, elle sort de son nid, puis tout bouge, ben, il y a des choses incroyables qui peuvent arriver. Donc, des nouveautés qui vont prendre conscience chez l'être humain. Et ça, c'est tellement important. D'ailleurs, la physique quantique, c'est la physique de la conscience. C'est se relier, moi, ce que j'appelle avec la conscience universelle ou la conscience avec un grand C. Parce que appelle le divin, l'absolu, le créateur ou la conscience, finalement, qui est en arrière de tout ça. Pour moi, c'est toute la même chose. À un moment donné, quand j'étais en Inde, il y avait un grand maître qui était là. Et quand on parle des miracles, j'ai vu tellement de miracles arriver là-bas. Là, j'avais posé la question à ce tout petit homme qui a à peine 5 pieds 2. J'ai dit, comment tu fais pour faire des miracles comme ça, faire apparaître, restituer le matériel, juste avec la pensée, te projeter même ailleurs, etc. Là, il me regarde puis il me dit, la seule différence entre toi et moi, il dit, moi, je sais que je suis Dieu et toi, tu le sais pas encore. Ça veut dire qu'on a toute cette possibilité-là un jour, et je pense que la physique quantique, beaucoup nous dit ça aussi, que tout est vibration, tout est conscience, tout est présence. Le jour où tu réussis à arriver à être vraiment dans une élévation de conscience, eh bien, tu peux faire ce que j'appellerais des miracles aussi. Parce qu'il n'y en a plus de miracles, c'est juste que la matière, c'est la partie dense, si on veut, de l'énergie. Donc, c'est la chose la plus simple, d'une certaine façon, le jour où tu es hautement vibratoire, hautement concentré, hautement conscientisé, de faire un miracle matériel, si on veut. Quand on lit votre livre, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui revient souvent chez les lecteurs? Est-ce que vous avez entendu des commentaires qui revenaient régulièrement? Oui, ben Philippe a fait aussi des classes. Avant d'écrire le livre, il avait déjà commencé sa thèse sur le bonheur, justement. Et donc, il avait participé avec un groupe de personnes. Il y avait une quarantaine de personnes à l'époque. Puis, de voir avec de la connaissance, une augmentation de conscience, de la pratique, des échanges, etc., des réflexions, des participations en groupe, que les groupes augmentaient leur qualité de bonheur, mais aussi augmentaient dans leur vie des processus, des événements auxquels ils ne seraient jamais attendus. Des exemples, j'en ai vu plusieurs à un moment donné. Il y avait des gens qui, par exemple, les sous, c'était le problème. Et là, il n'y avait pas de sous, puis ça allait pas bien. Puis là, ils voulaient s'inscrire à un cours mettons, au niveau conscience, etc. Mais il n'y avait pas les sous pour ça. Puis là, à un moment donné, la personne a dit, c'est un monde de possibilités, c'est ça qu'on dit. Et moi, j'embarque là-dedans, j'embarque. Tout le monde, j'ai pas les sous, j'embarque, je m'inscris, advienne que pourra. Et j'ai vu plusieurs fois des gens arriver à dire, je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Le lendemain, il y a eu une personne, je me souviens, elle, c'était, j'ai hérité d'à peu près 100 000 $ de mon oncle, etc. Ou l'autre personne, j'ai eu une augmentation de salaire de sorte que je suis capable. Ou un autre, c'était, ouais, mais je suis en naturopathie, j'ai juste comme 5 clients par jour, je suis pas capable de me payer ça. Et là, tout à coup, parce qu'elle avait décidé de foncer, de croire finalement qu'elle pouvait faire plus, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, pour moi, tout est synchrone, eh bien, il y avait une 6e personne, puis une 7e personne qui s'était joint à son travail, de sorte que l'argent n'était plus un problème pour elle. Et ça, c'est un exemple très concret, mais il y a d'autres choses aussi fantastiques au niveau des rencontres, des communications entre parents, enfants aussi, qui ont ouvert aussi à ce niveau-là. Wow, c'est merveilleux. C'est ça l'effet de la vie repensée et du quantique. J'ai une question loufoque à vous poser avant de vous remercier. Je pense qu'on va devoir prendre un prochain rendez-vous parce que c'est tellement riche comme sujet. On peut aller dans plusieurs directions et je veux inviter les gens à se procurer ce fameux livre-là. Il y a énormément de sujets. On parle du bonheur, on parle d'un nouveau mode de vie. Il y a énormément de questions qui sont suscitées par la lecture de ce livre-là. Donc, j'invite les gens à se le procurer. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Peut-être une suite ou d'autres réflexions?
Ben là, probablement que pour la suite, Philippe va sûrement aller encore plus loin au niveau physique quantique. Moi, je suis en train de travailler pour un autre livre sur la façon, là, ça sera sous forme de roman, si on veut, la façon dont c'est mon chat que je vais faire intervenir en tant que un chat très sage, là, un félin, mais doté d'une grande sagesse et qui parle aux humains. Parce qu'on vit actuellement plusieurs bouleversements et le chat va devenir un peu comme celui qui va apporter les solutions à l'être humain. C'est sûr que ça, c'est mon prochain livre. Mais Philippe, définitivement. Puis la chose qui va être importante, c'est que ce livre-là, il y a quelque chose de spécial aussi, c'est qu'à la fin d'à peu près tous les chapitres, il y a toujours quelque chose où l'individu est prêt à réfléchir, est prêt à participer avec l'écriture, puis éventuellement, avec ses formations, c'est toujours des groupes. Parce que c'est important, on peut pas juste travailler tout seul puis apprendre. On devient boulimique là, à l'apprentissage, à l'information, et juste de l'information, ça sert à rien. Il faut vraiment que ça passe au niveau de la réalité intérieure. Et pour ça, ça prend de la personne qui un coup qu'elle a l'information, qu'elle puisse la réfléchir. C'est pour ça qu'on dit, on lit pas ça d'un bout à l'autre, du jour au lendemain, pouf, c'est fini 3 jours après. Il faut vraiment le lire tranquillement, prendre des notes. Il y a plusieurs questions qui sont posées à la fin des chapitres aussi, dans lesquelles l'individu doit répondre aussi. Et aussi, la prochaine étape, c'est les débats en termes de groupe aussi. Souvent, moi, quand j'étais au Tibet, je voyais les jeunes de 10-12 ans qui étaient à l'école. Et bien là-bas, ils n'étaient pas assis tranquillement, sages, là, puis on écoute le professeur, puis on ne dit pas un mot. Non, dès que le professeur avait envoyé quelques commentaires, des solutions, des choses à apprendre, et là, après ça, c'était les jeunes entre eux, qu'il y en a un qui se levait, puis fallait qu'il demande à l'autre, qu'est-ce que tu as compris de? Puis un autre qui allait dire, oui, toi, tu as compris ça, mais moi, voici ce que j'ai compris de plus. Il y avait des échanges, et c'est là que c'est fantastique au niveau de l'éducation. Même là, je pense que faut le faire pour soi, mais éventuellement, il faudrait que ceci soit transmis dans nos écoles. Parce qu'asseoir un enfant sur un banc d'école, tranquille, là, pendant des heures, sans rien dire, je pense pas que c'est la solution. Il va falloir qu'il y ait des interprétations, il va falloir qu'il y ait des échanges, il va falloir qu'il y ait des participations entre les étudiants, entre eux aussi. Plus d'interaction. Ça prend d'interaction. Absolument. Puis d'autant plus qu'un enfant, ça a besoin de bouger. Ça a tellement des choses vivantes, un enfant, là, que c'est important de les écouter aussi, puis entre eux autres, s'écouter aussi. Et ça va leur donner une possibilité à ces enfants-là de voir à quel point ils sont peut-être bien plus grands qu'ils pensent aussi. Sinon, il y a toujours le professeur puis l'enfant qui est en bas. Le professeur est en haut, l'enfant est en bas. Mais c'est riche des enfants. C'est ça. Voici maintenant ma question loufoque, Monsieur Brouillard. Je ne sais pas si vous avez vu la série Stranger Things, c'est très populaire sur Netflix. Ils en sont rendus à leur 5e saison. Dans cette série-là, on parle d'un monde parallèle, de monde à l'envers, de portail énergétique. Moi, je veux savoir, étant donné que quand on parle de quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas... Est-ce que ça se peut, un monde à l'envers? Est-ce que ça se peut, un portail qui nous fait entrer dans une autre dimension, puis là, on découvre d'autres choses? Oui, j'ai touché un petit mot tout à l'heure quand j'ai dit que le monde invisible est tellement plus grand que le monde visible dans lequel nous évoluerons. C'est la grosse partie, je te dirais, c'est 99% de monde invisible. Ça veut dire qu'il y a du monde que tu vois pas, mais il y a des intelligences qui sont là. Je pourrais te donner définitivement la question de la matrice, ça existe ça aussi. Là. Même si j'ai été médecin puis je suis un scientifique, pour moi, c'est clair qu'on existe sous d'autres formes, puis on contacte d'autres formes aussi dans les rêves aussi. Je vais donner l'exemple, une de mes patientes qui était venue, que je connaissais bien, puis elle vient me voir déprimée, complètement déprimée. Et là, je la reconnais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, je fais une dépression, je travaille plus depuis presque 1 an, j'ai des antidépresseurs, ça fait pas vraiment effet. Puis, c'était une belle famille, là. Puis, je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des psychologues, j'ai vu des médecins, des psychiatres, puis il n'y a rien à faire. Je prie avec ça pour le restant de ma vie, etc. Donc là, je dis, regarde, on va écouter ça, là. Je vais t'écouter, puis je vais essayer de voir qu'est-ce qui est en arrière. Pourquoi tu fais une dépression?
Ça arrive pas comme ça, là, une dépression. Il y a toujours une raison. Toujours une raison derrière d'une maladie. Fait que là, non, il y a rien. Finalement, j'ai dit, bon, c'est arrivé il y a combien de temps? Bon, il y a 1 an et demi. Okay. Dis-moi qu'est-ce qui est arrivé il y a 1 an et demi, là, ça. Ben oui, c'est vrai. Il a dit, mon père, il est mort. Mon père, il est mort il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, monsieur a dit, ça ne m'a pas dérangé parce qu'elle a dit, moi, puis mon père, je ne l'aimais pas, je l'haïssais, mon père. C'est simple, là. Puis bien plus que ça, quand il est mort, j'ai même pas été à son service parce que j'étais tanné. J'étais tanné de mon père. Elle dit, c'est un alcoolique en plus. Elle dit, je peux plus subir. Puis elle dit, j'ai dit, ah oui, bon. Je dis, OK. Fait que là, raconte-moi un peu comment c'était avec ton père. Oh, ben, mon père, c'est un alcoolique, là, comme je viens de te dire. Puis, elle dit, moi, quand j'avais 12 ans, 15 ans, elle dit, il fallait que j'arrête à la taverne du coin pour dire, papa, viens-t'en, là, c'est le souper, c'est prêt. Elle dit, toutes les fois que je sortais de l'école, là, moi, mon rôle, c'était de rentrer dans cette fichue taverne-là, puis appeler mon père, puis l'amener pour qu'il vienne manger. Parce que sinon, il restait là. Fait que là, j'ai dit, t'as fait ça pendant des années. Puis c'était comment ton père, par rapport à toi, il te ressemblait-tu? Avais-tu un peu son caractère? Parce que je vois que tu es une femme forte. Puis son père, c'est un directeur d'une grosse affaire, tu sais. Là, elle se met à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle dit, mon père était exactement comme moi, tu sais. Mais elle dit, moi, je n'ai pas été alcoolique. Mais on avait 2 caractères de cochon comme ça. On était forts, mais on l'aimait quand même, notre père, quand on était jeune. On manquait de rien avec lui. Puis là, elle dit, ben là, je peux plus rien faire parce que mon père est mort, puis j'ai pu. Autrement dit, j'ai manqué ma chance, puis ma vie est finie maintenant. Là, je reste un peu perplexe, je dis. Parce que pour moi, les morts, je suis à peu près, c'est un monde qui est encore possible. Hein. Je dis, regarde bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ça a l'air un peu flyé, là, ce que je vais te raconter, là. Mais tu vas voir qu'à quelque part, ce monde-là existe aussi. Pour moi, c'est clair. Fait que là, je dis, regarde, qu'est-ce que tu vas faire, là? Chantal, tu vas aller à l'endroit où était la fichue taverne, où tu allais voir ton père. Puis, si elle existe encore, je ne sais pas, ça fait peut-être 15 ans que c'est là, 20 ans. Fait que si jamais elle est là, tu vas rentrer, tu vas aller t'asseoir à une table là où ton père était à peu près dans la même période. Et tu vas commander quelque chose à boire, tout simplement. C'est pas obligé que ce soit une boisson. Et là, tu vas parler à ton père. Tu vas parler à l'intérieur de toi, là, évidemment. Là, t'es pas pour. Mais à l'intérieur de toi, tu vas parler à ton père, tout simplement. Elle dit, je vais faire ça. Ben, je dis, t'as rien à perdre, là, ça coûte pas cher, ça ne prendra pas bien du temps, mais on va essayer ça, veux-tu? Fait que là, je la revois 3 semaines après. Je lui dis, puis Chantal, comment ça va? Gros sourire. Je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Chantal, raconte-moi. Ben, elle dit, tu me croiras pas. Elle dit, quand je suis sorti d'ici, elle dit, j'ai été tout de suite à la taverne. Mais le pire, c'est que ça n'avait même pas changé. L'extérieur, puis l'intérieur, là, je me suis assis à la table où mon père était souvent. Il y a toujours sa même maudite table, là. Puis elle dit, je me suis assis là, puis j'y ai parlé. Puis elle dit, il n'y a rien arrivé. Il dit, mais, elle dit, la nuit qui a suivi ça, quand je me suis endormi, à un moment donné, pendant la nuit, j'ai senti, il y a quelque chose qui me réveille, je sens. Mais elle dit, hey, c'est le parfum de paille. Il y avait toujours le même parfum, cet homme-là, tu sais. Il sentait très bon, mais il y avait toujours ça. Hey, ça me réveillait un peu, j'ai senti le parfum. Et là, tout à coup, je ferme les yeux et tout à coup, il y a une main qui me touche la joue puis qui me dit « Je t'aime ». Elle dit « Je te jure, là, j'ai pas rêvé à ça, là. Ça m'a vraiment fait ça, là. » Elle n'avait pas trop bu à la taverne? Ah, tout! OK, parce que... non, c'est des blagues. Elle n'a pas fumé du bon, là. Mais non, mais je crois à ça énormément. Et ça venait répondre... C'est un baume sur le cœur de cette personne-là, là, finalement. Tout à fait. Fait que, tu sais, le monde qu'on appelle le monde invisible, c'est un monde des morts aussi. Mais c'est un monde qui est aussi près de nous. Il est parallèle. Il est parallèle, c'est ça. Puis il est parallèle, puis des fois, il peut même
il peut même nous perturber aussi. Il y a des morts qui sont pas nécessairement à leur place et qui peuvent venir hanter des choses, etc. Fait qu'à quelque part, c'est un monde-là, puis ça, c'est une petite partie du monde. Imagine au niveau, il y a des esprits beaucoup plus évolués que ça aussi qui sont là et pour lesquels on peut même tirer des bénéfices. Il y a des êtres qui sont décédés, des grands êtres pour lesquels aussi on peut aller chercher ce qu'on appelle des entités énergétiques qui sont maintenant dématérialisées, mais qui peuvent aussi aider la planète, etc. C'est pour ça quand même, j'ai toujours cru, moi, la prière. La prière, ça existe, ça a des pouvoirs incroyables aussi. Donc, faut arrêter de penser, ce que je vois pas, ça n'existe pas. Faut bien voir que l'invisible est rempli aussi. Et c'est encore là le monde des possibilités. Le jour où tu y crois, le jour où tu te dis la possibilité elle est là, bien, il va y avoir des manifestations pour ça. Chantal, elle y croyait pas au début, mais là, ça a été toute sa vie qui a été transformée dans l'espace d'une nuit. C'était fini, la dépression, là. Elle a eu un contact avec son père qui a dit « je t'aime ». C'était fini. Fini. Tu peux t'imaginer? C'était pas un antidépresseur qui avait besoin encore pour les 20 prochaines années. C'est merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Et j'ai de la misère à terminer cet entretien-là, Gaétan, parce que le temps file, mais moi, je me sens dans le quantique, fait qu'il n'y en a pas de temps. Mais quand même, j'ai une dernière question à vous poser et il faut une courte réponse parce qu'on déborde. On déborde, mais si l'humanité comprenait vraiment ce que vous expliquez dans ce livre-là, qu'est-ce qui changerait selon vous? Wow! Ça serait, tu sais, ça serait le bonheur total, là. Ça serait le bonheur, ça serait un monde de création où tous et chacun auraient leur mot à dire, puis auraient leurs échanges aussi à participer en tant que créature. Parce que comme on dit, on est unique, mais en même temps, on fait partie de l'unicité. Parce que c'est ça, le monde quantique. Tout ça, ce monde, ce que j'appellerais le monde des morts, fait partie de notre monde aussi à quelque part. Et tous les autres mondes aussi font partie de nous. Quand on rêve, là, à quelque part, quand on dit on rêve, pour moi, c'est pas un rêve. Il y a une autre réalité dans laquelle on laisse le corps et on s'en va dans ces mondes-là à un moment donné. Moi, j'appelle ça des rêves ludiques, là, lucides, si on veut, tout à fait lucides, et pour laquelle des fois, tu viens carrément tu te dis, wow, il s'est passé telle affaire, j'ai été sur telle planète. C'est rien de farfelu, là. C'est une réalité à quelque part, parce qu'on est vraiment plus qu'un corps humain. Fait que le jour où on s'identifie juste au corps humain, ben, on va mourir, puis ça va finir là. Un paquet de chair, à un moment donné, qui va ramollir et qui va s'éteindre. Mais l'être humain ne meurt pas. On est éternel, pour moi, c'est clair. Et plus vite on va être capable de comprendre ça, plus vite qu'on va l'accepter, ben, plus vite on va devenir immortel aussi, et plus vite on va mourir différemment. Mais là, c'est tellement beau de pouvoir appliquer ce livre-là de façon... tout le monde devrait lire ça, puis nos dirigeants, même au niveau gouvernementaux, puis nos grands, ce que j'appellerais les grands de ce monde financièrement. Là. Il s'agit finalement de vivre simplement pour qu'il y ait des gens qui vivent, puis qu'il y ait simplement des gens qui vivent, hein. Il y a des gens tellement de milliards actuellement. Je pense qu'il y a 1 milliardaire, il y a 1000 milliardaires par jour qui poussent actuellement. C'est du jamais vu. Donc, il y a tellement de richesses actuellement que même manquer de nourriture, manquer de biens, ça devrait même pas exister. Ça devrait même pas exister. Mais pour ça, il faut que les gens communiquent ensemble puis qu'on change cette mentalité-là pour qu'on arrive à avoir, je te dirais, un monde, on va appeler ça l'âge d'or, mais on fait encore partie de ce qu'on appelle l'âge de fer actuellement. Gaétan Brouillard, merci beaucoup pour cette belle discussion. La vie repensée, c'est un livre qui nous invite surtout à regarder la vie autrement, puis à se poser de bonnes questions. C'est vraiment un livre de chevet. Vous pouvez y replonger autant de fois que vous voulez parce que, évidemment, on est des êtres humains en évolution. On évolue en conscience et puis ça nous fait beaucoup réfléchir. Donc, il faut y revenir parce que c'est très, très riche en contenu. Alors, je vous invite à vous le procurer. Merci beaucoup d'être venu dans mon univers à Radio Unicité. Ça a été fort agréable et j'espère un prochain rendez-vous. Avec plaisir, Sly. Et j'invite les gens à voir le livre
et aller plus loin qu'avoir le livre, c'est-à-dire participer avec Philippe dans ces formations, justement, parce qu'en groupe, ce que j'appellerais les miracles vont s'opérer à cause de cette participation, réflexion ensemble aussi. Donc, c'est vitaquantum.com aussi, pour ceux qui veulent aller le voir. Pour le site, on mettra le lien sur tous nos réseaux sociaux. Alors, vous irez voir ça. Et Philippe va venir nous jaser aussi. Il m'a écrit. Oui. Alors, on va le recevoir, puis on va continuer le chemin qu'on a fait ensemble aujourd'hui, M. Brouillard. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sly, pour cette belle conférence qu'on a fait ensemble, ces échanges aussi. Et pour le travail que vous faites, moi, je trouve que c'est tellement important, ces petits groupes-là là, qui poussent ici et là, parce que c'est de la conscientisation qu'on fait. C'est juste ça qu'on a besoin là. Parce que le jour où l'individu devient conscient, et le reste va arriver tout seul. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye. Merci infiniment encore. Bye-bye. Ciao.